Pourquoi est-ce que ton livre est ennuyeux? Non seulement on va relater de tout ce qui peut faire que ton livre ennuie ton lecteur, mais on va également trouver des solutions pour pouvoir renverser la vapeur. Il nous est tout arrivé à un moment donné qu'on écrive un chapitre qu'on trouve extrêmement ennuyeux ou que nos bêta lectrices viennent nous relater que effectivement ce chapitre n'est pas très entraînant. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble 10 raisons pour lesquelles ton livre est ennuyeux. Salut à toi, et si tu ne me connais pas, je m'appelle Priska, je suis coach en écriture depuis 2015. J'accompagne la femme à écrire son roman, m'assurer qu'il soit bon, cohérent, captivant, mais surtout à ce qu'elle reste motivée jusqu'au bout. Si tu ne me connaissais pas avant, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si tu es intéressé par ce type de contenu pour te permettre de t'améliorer en tant qu'auteur débutant ou même peut-être en tant qu'auteur tout court, mais aussi d'éclaircir tes idées, d'élargir le champ des possibles, de rester motivé jusqu'au bout, d'améliorer tes textes, bref. Cette chaîne peut t'aider à un peu tout ça, donc je t'invite à t'abonner et à activer les notifications pour être averti des prochaines vidéos. Donc, 10 raisons pour lesquelles ton livre est ennuyeux. La première raison est que tu as décidé de commencer lentement. Alors, il y a eu une mode à un moment donné où les histoires commencent doucement jusqu'à ce que, patapouf, un astéroïde débarque sur la Terre. Au final, ce sont des débuts des années 90-2000 qui ont fonctionné très très bien box-office, donc tout ce qui est film, etc. Le truc, c'est que dans un livre, aujourd'hui, on a été éduqué de plus en plus à commencer directement dans le vif du sujet, à comprendre immédiatement ce qui se joue, avec les intrigues de type Murder ou même Game of Thrones, où on a d'abord le problème avant d'en arriver aux explications. On est d'abord teasé, on a d'abord un forest shadowing par exemple qui va nous plonger dans un futur certain, et ensuite on aura les explications de ce qui va probablement se passer, et tout ça va nous captiver directement dans l'histoire et nous empêcher de nous ennuyer durant les moments plus lents qui sont nécessaires à l'établissement de l'histoire, puisque durant ces moments on sera plutôt à la recherche d'indices de ce qui va se passer plus tard, plutôt que en train de lire quelque chose qui n'est pas très entraînant en se disant mais pourquoi est-ce que je lis ça? Donc en gros pour moi, la lenteur tient au fait qu'il faut directement introduire ce qui va tomber sur la tête du personnage. Même si c'est à travers un foreshadowing, à travers un flashback qui montre un début difficile de vie et ensuite comment le personnage s'en sort depuis. Il y a plein de façons d'accrocher le lecteur avant d'être un peu plus lent, puisque les phases lentes sont naturelles, sont normales dans un roman, mais il faut les agrémenter, chercher un certain rythme où on va d'abord intriguer le lecteur, capter son attention, puis engrainer sur des périodes un peu plus lentes où l'exposition sera la bienvenue. Deuxièmement, tu te répètes. En tant qu'auteur, spécialement débutant, on a tendance à penser que le lecteur ne va pas comprendre ce qu'on essaie de lui exposer du premier coup. Il faut respecter le lecteur. Si tu te mets à répéter les mêmes éléments plusieurs fois sous plusieurs formes, le lecteur s'en rend compte et bien sûr, il décroche. Pire, il t'en veut parce qu'il a la sensation d'être infantilisé. Donc respecte ton lecteur et surtout aie confiance en toi mais surtout, aie confiance en toi, aie confiance en ta plume. Tu es parfaitement clair. Inutile de répéter la même information 10 000 fois. Ou peut-être que tu t'en es pas rendu compte. Troisième chose, l'infodump. L'infodump, c'est quand tu donnes beaucoup trop d'informations d'un seul coup sous forme de grands et longs pavés descriptifs. Ça assomme le lecteur encore plus que l'ennuyer. On est très très loin de l'action. On est plutôt justement dans la description, dans la découverte du monde, mais on ne sait pas, encore une fois, pourquoi est-ce qu'on nous montre ça. Ne fais pas d'infodump, des pavés descriptifs de 36 lignes. Le lecteur s'en lassera. J'ai déjà fait une vidéo sur l'infodump. Je t'invite à aller regarder sur ma chaîne YouTube. Il s'agit d'une vidéo d'environ 20 minutes. C'est un gros mastodonte, mais pourtant, c'est une vidéo qui va te décrire absolument tout ce qu'il ne faut pas faire en termes de description dans ton roman. Petit 4, tu racontes beaucoup trop. Tu racontes ce que pense le personnage, tu racontes ce que fait le personnage, tu racontes ce que ressent le personnage. C'est beaucoup trop de choses racontées. On va retomber dans le fameux show don't tell. Je vous ai déjà parlé du show don't tell. En gros, le show don't tell, c'est une technique d'écriture qui permet d'immerger le lecteur lors de la narration, quand on écrit. En gros, l'idée sera de faire vivre au lecteur ce que vit le personnage sans le lui dire. Je vous ai déjà donné l'anecdote du « dis-moi par exemple que tu aimes Harry Potter sans me dire que tu es fan d'Harry Potter ». Donc en gros, tu ne débarques pas en me disant « je suis fan d'Harry Potter ».
Tu me montres que dans ta chambre, tu as 1 milliard de posters d'Harry Potter, que tu écoutes les chansons d'Harry Potter régulièrement sur Spotify. En gros, je vais comprendre que tu es fan d'Harry Potter sans jamais que tu me dises « Hello, je suis un fan d'Harry Potter ». C'est l'objectif dans ton livre de montrer sans dire, sans raconter. Et raconter beaucoup trop ce que pense le personnage, ça donne à ton écrit un aspect de scénario. En gros, tu expliques à l'acteur ce qu'il va devoir faire et ce qu'il va devoir ressentir. Sauf que nous, ce qu'on veut, c'est immerger le lecteur. Il n'y a pas de jeu d'acteur derrière. Ton livre, c'est ton jeu d'acteur. Donc, lorsque Will Smith, il prend son rôle de je ne sais pas quel film, et qu'on lui demande d'être triste, lui, il ne se dit pas « Tiens, il faut que je sois triste ». Et il ne dit pas « Je suis triste » à la caméra, ça ferait bizarre. Lui, il s'immerge dans son rôle et voilà, il fait monter les émotions, il pleure, il tremble, sa lèvre inférieure se met à trembler, il y a des trémas sur son menton, ses sourcils se froncent, qu'importe, il devient rouge, larmoyant, etc. Dans tous les cas, il se met dans le rôle. Et c'est ce qu'on veut en écriture. On ne veut pas le scénario, on veut le rôle. On veut savoir exactement ce que ressent le personnage. On ne veut pas lire « il est triste », on veut voir, ressentir dans nos tripes à nous qu'il est triste. Et pour ça, il faut le show don't tell. 5e raison, ton écriture est plate. Alors, il y a moult raisons qui peuvent faire que ton écriture est plate. Premièrement, la longueur de tes phrases injustifiées. Je vous parle toujours de justification. Mais il ne sert à rien d'écrire une phrase à rallonge juste pour écrire une phrase à rallonge. En gros, pensez juste une information, une phrase. Ne me dites pas « elle marchait », « elle regardait le ciel », « elle fouillait dans son sac », « elle décida d'appeler son mari », tout ça dans la même phrase. Séparer ou alors justifier le fait que ce soit dans la même phrase. Par exemple, cette phrase longue pourrait être d'un point de vue très rapproché du personnage et en fait, elle énumère peut-être tout ce qu'elle a à faire et elle est tellement stressée qu'en fait, toutes les idées partent dans tous les sens. Et du coup, le dire dans une seule phrase, là, c'est justifié. Donc, si vous écrivez des longues phrases sans queue ni tête, justifiez-le à partir du ressenti du personnage, pour qu'on ressente son stress, pour qu'on ressente son anxiété, pour qu'on ressente sa peur, pour qu'on ressente sa peur. Ce genre de choses-là. Mais écrire une longue phrase pour une longue phrase, ça n'a pas vraiment de sens. Noah, pitié! Trouvez aussi un rythme à votre histoire. N'écrivez pas les mêmes longueurs de phrases. Aérez vos chapitres, aérez vos paragraphes, faites des sauts de ligne. Donnez la sensation au lecteur qu'il peut respirer dans votre roman. Si vous lui servez un pavé comme ça, sans jamais aérer, il va trouver ça non pas lent, mais plutôt lourd. Et ça revient un peu à la même chose. Une fois qu'il va sortir de là, il va se sentir respirer à nouveau, il n'aura pas du tout envie de remettre la tête dans votre pavé. La deuxième chose qui peut rendre votre écriture plate, ce sont les clichés littéraires. Ses cheveux bleus comme les blés, ses yeux bleus océan, elle tomba dans les pommes, etc. Ce type d'écriture est une écriture assez... ce type de cliché littéraire, ça donne un côté vieillot, redondant à votre livre, et on n'a absolument pas envie de lire ça. Alors, soit vous revisitez ces clichés littéraires, soit vous ne les faites pas tout simplement, vous trouvez d'autres images, ça revient au même à revisiter, mais en tout cas, trouvez d'autres images pour pouvoir exprimer ce que vous voulez dire. Mais en tout cas, blond comme les blés, ça va 5 minutes. La troisième chose qui peut faire que votre écriture est plate, c'est purement et simplement la qualité des verbes que vous utilisez. Il faut utiliser des verbes forts. Plutôt qu'écrire... évitez plutôt les verbes du type elle pensait, elle suppose, je sais pas comment dire, j'allais dire elle dit, mais c'est pas forcément vrai. Donc ça va être penser, supposer, etc. Dites plutôt, elle suppose être belle. En même temps, je me perds moi-même dans mes explications. Je vais mettre du rêve. Bref. Évitez les verbes je suppose, je pense, je crois. Allez directement vers l'information, trouvez un verbe qui va l'exprimer directement. Soyez plus direct, en somme. La 4e raison pour laquelle votre écriture est plate, c'est la voix passive, voix active. Donc ça va être, au lieu de dire je marche dans la rue, ça va être mes pieds s'élancent et me font marcher dans la rue. Ça n'a aucun sens de faire ça. Ça personnalise des objets, ça personnifie des objets plutôt, et ça nous enlève le côté direct de l'action. Et ça peut arriver de l'écrire de façon justifiée de cette façon. À un moment donné, le personnage est mélancolique. Ça donne de la longueur à ses mouvements et ça fait qu'on ressent encore plus sa mélancolie. Mais s'il n'y a aucune justification, que vous le faites juste parce que vous trouvez ça joli, eh bien arrêtez. Soyez direct, soyez concret, soyez concis pour pouvoir donner un rythme à votre histoire parce que, encore une fois, le lecteur se lasse très très vite.
La cinquième chose qui va faire que votre écriture est plate, c'est l'abus du champ lexical de la lenteur. Alors ça va être avec lenteur, doucement, avec douceur, tendrement, délicatement, mesurément. Et en fait, non seulement ce sont des adverbes, mais en plus, clairement, voilà, que j'utilise des adverbes dans ma façon de parler, clairement, c'est quelque chose qui va vous tuer votre rythme. En fait, le but n'est pas de supprimer encore une fois les adverbes. C'est leur accumulation qui pose problème, en tout cas, en mon sens. Dire « Elle le souleva doucement, le posa délicatement sur son épaule, l'enlaça tendrement et lui dit doucement « Je t'aime », ça me sort par les yeux. Clairement, j'ai pas envie de lire ça. Je crois avoir fait le tour de tout ce qui fait que notre écriture peut être plate. Bon, alors passons au 6, personnage plat. Alors, par personnage plat, je vous ai déjà fait un topo là-dessus. Un personnage plat est un personnage qui n'a pas de véritable intrigue, de volonté propre, quelque chose qui fait qu'il est proactif. Comment expliquer ça mieux que ça? Pour moi, si ton personnage n'est pas crédible, qu'on a l'impression qu'il n'existe que pour l'histoire, eh bien l'histoire perdra de toute sa splendeur. On peut avoir la meilleure des intrigues si on n'a pas un bon personnage derrière. L'intrigue nous paraîtra complètement plate. Par contre, donne-moi un personnage haut en couleur, il y a de fortes chances que j'apprécie l'intrigue, même si elle est nulle. D'ailleurs, si tu souhaites créer des personnages qui ne soient pas plats, qui ne soient pas inintéressants ou ennuyeux, eh bien, je t'invite à aller télécharger le kit de création de personnages inoubliables qui se trouve en description. Il s'agit d'un kit de 99 pages qui te permettra, par exemple, de trouver le nom parfait pour ton personnage, mais également de travailler son interne, de travailler ses défauts pour pouvoir en faire un personnage qui soit concret et non pas parfait, justement. Numéro 7, aucun personnage n'évolue. Si aucun de tes personnages ne change de mentalité, ne se transforme, etc., ça donne un aspect très super héroïque à ton histoire. Alors certes, j'aime beaucoup les Marvel, je ne vais pas vous mentir, mais dans les Marvel, les personnages évoluent. Ça ne se voit pas, c'est extrêmement subtil, ne serait-ce que les relations qui évoluent. Mais en attendant, si vous observez bien, chaque Marvel, lorsqu'il commence par un épisode, la genèse, qui explique comment le personnage est passé de homme normal à super-héros. Et si jamais ce personnage était déjà un héros, comme Thor par exemple, qui est un dieu d'ailleurs, eh bien, Thor perd ses pouvoirs, se retrouve à devoir combattre un ennemi beaucoup plus puissant et récupère ses pouvoirs parce qu'il l'a mérité. Donc en gros, à tout moment, quel que soit votre personnage, s'il est trop fort, il faudra lui faire perdre ses pouvoirs pour pouvoir lui donner la possibilité de mériter ses pouvoirs. Ou s'il est faible, eh ben, le faire passer de faible à fort. En tout cas, avoir une histoire où aucun personnage n'évolue, ça donnerait un truc à la Superman. En gros, il est trop fort et la seule chose qui peut le tuer, c'est la kryptonite. C'est absolument ennuyeux. Je crois sur cette chaîne, je vous ai déjà parlé des personnages dynamiques, des personnages statiques. Je suis pas sûre. Il faudrait que je fasse un topo là-dessus. Hein. Oh là là, ça fait beaucoup de topos que je dois vous faire. Numéro 8, la purple prose. Alors la purple prose, pour moi, c'est l'abus d'adjectifs. C'est une plume pleine d'emphase, toujours dans la description, mais hyper romancée. Elle regardait le ciel, magnifique, les nuages blancs, cotonneux, descendaient sur ce flot bleuté, nanani, nanana. Oh là là, comment je déteste ça. Le nombre de personnes que je leur dis, mais est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est un roman pour enfants? Est-ce que c'est un conte pour enfants? Est-ce qu'une fée va débarquer du ciel? Pourquoi est-ce que tu décris le ciel? Elle est avec son gars, décris-nous le gars. En fait, en gros, story time. Il s'agissait tout simplement d'un chapitre d'une de mes coachées où justement elle décrivait avec emphase le parc dans lequel se promenaient les personnages. Elle est amoureuse de quelqu'un et elle, en fait, elle tient la main du gars et là, tout d'un coup, elle regarde le ciel, elle se dit que le ciel est magnifique, que les feuilles tombent de façon délicate, etc. Et je lui disais, en fait, concrètement, qu'est-ce que ça apporte au récit? Que dalle, hormis le fait qu'on voit ta plume. Moi, ce que je veux, c'est qu'elle se concentre sur ce qui est à côté d'elle, à savoir le sujet principal de cette intrigue, le que-mais. Et c'est difficile, dans ce cas-là, d'expliquer qu'en fait, quand tu écris, le but, ce n'est pas qu'on voit ta plume. Ta plume, en tout cas ton talent, se verra dans le fait qu'on ne te remarque pas. Encore une fois, je vous ai déjà donné 1000 fois cet exemple, l'exemple du réalisateur qui passe côté caméra. En tant qu'auteur, notre objectif, c'est que le lecteur oublie qu'il s'agit d'une fiction, oublie qu'on a tout inventé et même oublie qu'on existe. Une fois qu'il aura oublié tout ça et qu'il aura refermé la dernière page du livre avec un sentiment de nostalgie incroyable, il va se dire « Putain, c'est qui cet auteur ?» 4e de couverture. C'était génial, il m'a fait vivre un moment hors du temps. Je me suis même pas rendu compte que c'est un livre, j'avais l'impression d'être complètement immergée dedans. Avouez que vous avez déjà ressenti ça.
C'est exactement pour ça que j'écris. Je n'écris pas pour qu'on voit une plume magnifique d'ailleurs. Clairement, je n'ai pas du tout la plus belle plume de la France. Ça, c'est clair et net. C'est pas parce que je suis coach en écriture que ça veut dire que j'ai la meilleure plume du monde ou que je ne fais pas d'erreurs. D'ailleurs, toutes les erreurs que je vous décrive, ce sont des erreurs que j'ai faites, en fait. En réalité, c'est ça. Je ne pense pas pouvoir vous écrire autant de conseils si je ne suis pas passée par là. Clairement, ce sont des choses que j'ai vécues, que j'ai fait, que je continue à faire, et heureusement que j'ai des bêtas pour pouvoir m'aider à trier, à me recentrer sur mes intrigues, à arrêter la peur prose quand je m'y mets, à sortir de mes infodumps quand je m'y mets. Vraiment, c'est des erreurs par lesquelles je suis passée. Sinon, clairement, je ne vous en aurais pas parlé. Bref, tout ça pour vous dire ça. Numéro 9, ton personnage est trop... Numéro 9, c'est ça. Ton personnage est trop parfait. Faire un personnage parfait à la perfection, un genre de Marisou qui n'a aucun défaut, qui n'a aucune faiblesse et qui bat tout le monde en un tour de main, c'est profondément ennuyeux. Personne n'ouvre un livre pour pouvoir lire une histoire pareille. Personne n'a envie de suivre les aventures de quelqu'un qui est absolument parfait. Parce que quand on voit quelqu'un de parfait, ça nous renvoie à notre imperfection. Et en tant qu'humain, personne ne supporte ça. Je vous ai déjà parlé de la femme, si elle est parfaite, des yeux parfaits, un visage parfait, le mari parfait, le mariage parfait, la maison parfaite. On a juste envie de la cramer. Donc au final, dans un livre, on a encore moins envie d'être sa pote. Et généralement, ce type de personnages, ce sont les personnages les plus détestés des romans. Et quand le méchant s'en prend à eux, on lui dit « Allez, yes, vas-y, casse-lui la gueule ». Donc, évitez d'écrire les personnages parfaits, hormis si vous avez ce but-là d'en faire... un martyr, puisque le méchant va s'en prendre à lui ou elle. Ça peut être très amusant pour le lecteur. Mais en attendant, n'écrivez pas des personnages parfaits sciemment ou plutôt inconsciemment, pensant qu'en le rendant parfait, ça rendra votre histoire plus intéressante. Non, en fait, ce qu'on veut lire dans les histoires, c'est le drame. C'est qu'elle perd tout, c'est qu'elle se casse la gueule, c'est que... Voilà. Voilà encore une limite de mon conseil. Créer un personnage parfait n'est intéressant que si sa perfection lui porte préjudice, par exemple. Si le fait d'être trop parfait fait que tout le monde la déteste, fait que personne ne va dans son sens, fait qu'elle se fait arnaquer, fait que, etc. Là, ça change absolument toute la donne. Donc, ne créez pas un personnage trop parfait dans vos histoires si ce n'est pas votre but. Si vous avez justifié ce côté parfait, si vous justifiez à travers votre intrigue, alors oui, allez-y, vamonos. Numéro 10, l'intrigue dévie. En gros, vous commencez avec une intrigue simple. Un homme trouve un cadavre et enquête sur ce qui a pu arriver à ce cadavre. Et puis ensuite, il rentre chez lui, sa femme, il découvre que sa femme l'a trompé, qu'il doit divorcer, il divorce, il va ailleurs, il rencontre une nouvelle femme, il l'aime, ils se mettent en couple, son ex-femme devient jalouse, elle leur fait la misère, il retourne avec son ex-femme, lui fait un autre bébé, se remarie et tout le monde est content. Et en fait, à la fin, on se demande, mais qui a tué le personnage du début? Qui a tué la personne qui était morte au début? J'arrive pas à croire que je viens de dire ça. Mais en attendant, on ne sait pas qui l'a tué et on a complètement dévié de l'histoire. Ça m'arrive tellement souvent de lire des histoires où ça dévie et le lecteur se centralise clairement. Parce qu'au début, on commence avec une enquête policière, on finit avec une histoire d'amour. Ça n'a aucun sens. Voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!